Bien, alors maintenant on peut envisager, j'ai préparé pour ça une nouvelle copie de mon réseau. Donc comme dans l'opération précédente, j'ai recréé le même réseau qu'ici, sur une troisième partie du schéma pour pouvoir en fait comparer à nouveau les trois opérations. Ce que j'envisage de faire ici, c'est de comparer le NAT statique que l'on a vu fonctionner avec le NAT dynamique, et d'expliquer sommairement les différences et surtout, mais surtout de les observer. Avant de le faire, on va revenir un petit peu sur la configuration et le fonctionnement du NAT statique, et je vais ajouter pour ça une machine, donc un PC ici, qui va être comme le premier ici, connecté au réseau, va obtenir une adresse IP, et du coup on va pouvoir contrôler s'il a ou pas accès à Internet. Donc ce PC là doit obtenir une adresse IP. Donc pour ça on va le mettre en IP dynamique. Et on va vérifier qu'il a obtenu une adresse IP. Voilà, donc ce PC là a obtenu une adresse IP et il a l'adresse 100.2 alors que le premier avait l'adresse 100.1. Je parle de la fin de l'adresse. On a vu tout à l'heure, et on peut le vérifier à nouveau, que ce PC là arrivait à pinguer le serveur. Donc ce PC, il a l'adresse 100.1, il arrive à pinguer 8888. Il y a du NAT statique, je le rappelle, sur cette partie-là du montage. On va faire le même test ici, on va essayer de pinguer Internet. Donc l'adresse 8888. Donc là on s'aperçoit que ça n'a pas l'air de partir. Ça met une erreur. Une deuxième, etc. Donc on va pas aller au bout, hein. C'est pas la peine, ça, on peut le voir ici, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui se passe? Alors qu'est-ce qui se passe? C'est facile à comprendre si on se souvient exactement de la règle que l'on a créée au niveau du routeur. Mais avant de le faire, on va vérifier. Donc on repasse en mode simulation, on va tracer les paquets ICMP et ARP, et on va envoyer un ping donc, du nouveau PC vers le serveur. Donc on voit ici que ce ping part de l'adresse 192.168.100.2. On l'envoie jusqu'au routeur. Le routeur voit arriver ce paquet, donc jusque là rien d'anormal. Mais au moment de le router, il vérifie dans sa programmation, il s'aperçoit qu'il est configuré en NAT, donc le routeur va vérifier s'il a une règle qui correspond aux critères de ce paquet. À savoir, est-ce qu'il a une règle qui correspond à l'adresse 192.168.100.2. Et on n'en a pas fait, donc il ne devrait pas en trouver. Point numéro 4, donc dans la table NAT, il n'existe pas d'entrée correspondant à ce paquet. Donc le paquet va passer au travers du routeur sans traduction. Donc il va passer et on voit bien qu'il ne traduit pas le paquet. C'est le 100.2, ce sera toujours le 100.2. Donc le paquet va être envoyé et le serveur voit arriver ce paquet, mais est incapable d'y répondre, puisque lui il ne connaît pas le réseau de réponse 192.168, 100.1, 100.2, il n'a aucun moyen de l'atteindre. Donc le paquet étant sur une adresse qu'il est incapable d'atteindre, il détruit le paquet et il ne peut pas y répondre. Donc, on met en évidence ici la rigidité du problème du NAT statique. C'est-à-dire que si je voulais que ce PC-là puisse envoyer également le ping et que le ping puisse être retourné, il faudrait que je fasse une règle de traduction d'adresse concernant ce PC. Et là, à ce moment-là, ça marcherait. Mais ça va m'obliger à créer autant de règles qu'il y aurait de PC. Et donc c'est un peu lourd. Alors, on va quand même juste voir cette règle qu'il faudrait ajouter. Mais non, pas besoin de rentrer ici. Show running config. Donc voilà,
la règle qu'il faudrait rajouter, c'est grosso modo celle-ci, on peut le faire d'ailleurs, hein, on va s'en inspirer, mais en changeant cette adresse, en indiquant cette fois-ci une nouvelle règle avec l'adresse 100.2. Donc on va ajouter cette règle, vous allez voir que, oups, faute de frappe, donc ici, on va passer en mode simulation pour pas que ça dure trop longtemps, et on recommence. Configuration terminale, on ajoute la règle. Alors, je me suis trompé, c'est pour l'adresse 100.2. Voilà, nous avons notre règle. On va examiner la configuration. On voit bien cette fois-ci l'ancienne règle qui était ici, qui marche bien, qui a déjà été utilisée, puis cette nouvelle règle qu'on va pouvoir tester maintenant, mais qui doit correspondre à ce PC là. Donc on se remet en mode simulation, on envoie un ping du PC numéro 2, ici, on l'envoie ici, on vérifie, on va juste s'intéresser au routeur, on voit bien que le PC numéro 2, 100.2, envoie vers le serveur, et on voit bien ici la traduction d'adresse. Donc on voit bien au point numéro 4 que la table NAT possède une entrée qui correspond à cette adresse IP statique. Du coup, il traduit, et alors il traduit et ça fonctionne. Le serveur peut répondre, et ça fonctionne tout à fait normalement et correctement. Mais on imagine bien que c'est pas la solution dès lors qu'on aura plusieurs PC qui doivent accéder à Internet, c'est-à-dire dans la plupart des cas en fait. Donc cette fonctionnalité qui associe des règles statiques, c'est pas idéal, c'est vraiment pas utilisable dans le cadre où on veut mettre en place un partage de connexion Internet. Et la plupart des cas, on est obligé de faire ça, on le fait systématiquement sur les box par exemple, partage de connexion Internet. Donc là, c'est pas possible de l'envisager avec cette technique-là. Donc c'est pourquoi on va passer au NAT dynamique. Alors le NAT dynamique, on va reprendre la même base de schéma. J'ai supprimé la configuration NAT du nouveau routeur. Donc il n'a plus de configuration NAT. J'ai juste conservé la désignation des interfaces d'entrée et de sortie, inside, outside, mais j'ai aucune règle NAT. Donc, on va configurer le NAT dynamique. Alors là, deux techniques, deux méthodes, deux possibilités. Soit on crée, et ça j'en ai parlé sommairement déjà dans le début de la présentation précédente, mais vous pouvez avoir toutes les informations sur les documents qui accompagnent en fait cette présentation pour bien comprendre l'intérêt. On peut utiliser un pool d'adresses qui serait en fait associé à cette interface-là. Un pool, c'est une réserve, c'est-à-dire un ensemble d'adresses qui se suivent. Cet ensemble proviendrait du fournisseur d'accès Internet qui, lors de notre abonnement, nous permet d'utiliser non pas une, mais plusieurs adresses. Et ça forme donc ce pool d'adresses. Le but étant qu'on ait non pas une, mais plusieurs adresses qui nous permettent de faire plusieurs choses, et par exemple de la répartition de charges. On répartit sur plusieurs connexions au lieu d'une seule connexion, chaque connexion ayant une adresse. Mais nous ici, soit on fait comme ça, donc, pool d'adresses, ou soit on continue d'utiliser une seule adresse, celle qu'on a positionnée ici, et tout ce qui va sortir utilisera cette même adresse. C'est généralement cette deuxième solution qui est utilisée, par exemple c'est le cas des box internet classiques qu'on trouve chez les différents fournisseurs d'accès. Ça veut dire qu'en fait, tout ce qui sort par ce routeur a son adresse source écrasée, on peut utiliser ce mot, par celle qui correspond à la patte de sortie, ici. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, même si on ne connaît pas l'adresse ici, qu'elle est susceptible de changer, et c'est souvent le cas aujourd'hui, notamment les fournisseurs d'accès, la plupart ne fournissent pas d'IP fixe ici, donc on peut changer. Donc du coup, si on applique une règle qui nous oblige à désigner l'adresse IP, elle
pourrait devenir caduque dès lors que l'adresse change. Si on applique une règle qui permet d'écraser l'adresse source par l'adresse IP de cette carte en disant simplement l'adresse de cette carte et non pas en la désignant par son adresse, et bien, quelle que soit l'adresse de cette carte, ça fonctionnera. Donc, et c'est donc cette deuxième technique qu'on va examiner ici pour commencer. Elle est la plus répandue. Donc pour faire ça, c'est très très simple. Mais néanmoins, il faut préparer une règle pour pouvoir établir une autorisation de passage. Parce que cette opération ici nous oblige à remplacer une adresse par une autre. C'est le principe du NAT. Mais elle se fait de manière dynamique. On dit qu'on est en NAT dynamique dans ce cas-là. Et pour faire ça, cette opération doit être effectuée par le routeur. Il le fait sous condition de filtrage. C'est-à-dire qu'avant de faire ça, il faut commencer par créer une liste de machines qui vont subir ce filtrage. Donc, on va le faire... on va commencer par là. Alors la liste, elle servira à désigner les machines qui sont sur le côté privé, c'est-à-dire ici le réseau. Donc c'est très simple. On crée notre liste de cette manière. On va découper ça en aides successives. Il s'agit d'une liste de type standard. Donc il faut mettre le mot standard et on lui donne à ce moment-là un numéro ou un nom. Ici je vais choisir de lui donner un nom, par exemple réseau privé. On va l'appeler comme ça. Réseau-prive. Je n'ai pas mis l'accent, en fait il n'accepte pas l'accent. Donc réseau-prive. Et vous voyez, dès que je fais entrer, en fait, j'ai le prompt qui change, qui rentre en édition. Et là-dedans, qu'est-ce que je peux faire? Je peux refuser, deny, ou autoriser, permettre. Puis d'autres choses qui ne m'intéressent pas ici, par exemple mettre des commentaires. Donc moi je vais autoriser. Je vais autoriser en fait mon réseau global en le nommant précisément. Alors je peux le faire de deux manières, même trois manières. Je peux désigner une machine avec l'option host. Je peux désigner une adresse IP. Si je ne mets pas le masque, il va prendre le réseau. Si je mets le masque, il va calculer et prendre la machine qui correspond. Si je mets any, j'accepte tout le monde. Alors si on fait ça, c'est la règle de facilité. Mais attention, parce que votre routeur va avoir une opération de contrôle sur l'intégralité des adresses à réaliser en permanence, et le processeur va être monopolisé pour ça. Du coup, ça va ralentir. Donc si on fait ça, on n'est pas optimum au niveau de la performance. Par contre, si on indique l'adresse du réseau ou une série d'adresses IP, donc je ne vais pas expliquer en détail en présentation ici comment on fait cette distinction entre un réseau global et une partie du réseau, mais on va jouer pour ça sur ce qu'on appelle le masque inversé chez Cisco, ce qui s'appelle le wildcard mask. Donc moi je vais autoriser le réseau global qui m'intéresse avec mon masque inversé qui s'écrirait comme ça. Donc alors pour bien le voir, j'ai un peu espacé. En fait, vous apercevez que le masque ici, toutes les valeurs qui sont normalement à 255, elles sont à 0, et inversement, celles qui sont à 0 sont à 255. Donc si vous ne voulez pas vous tromper, vous appliquez cette méthode. Vous écrivez votre masque comme si vous l'écriviez normalement, mais vous l'inversez au moment de l'écriture. Donc j'autorise tout ce réseau-là, voilà ma règle, elle est créée. Et je vous rappelle que ma règle, je lui avais donné un numéro qui était le numéro, enfin un nom, pardon, qui était le nom réseau prive. Voilà. Réseau prive que l'on voit ici. Donc il faut retenir ce nom-là, ici, pour le retenir quelque part, réseau-prive. Donc maintenant que ma règle est terminée, on va sortir de là et on va créer la règle de NAT, IP NAT inside. Alors ça, on l'a déjà fait à l'étape précédente dans le NAT statique, où on va indiquer la liste
par son nom, réseau-prive, et en indiquant l'interface de sortie du routeur, c'est-à-dire celle-là. L'interface qu'on appelle outside, donc c'est celle qui est à la sortie du côté extérieur. Donc il faut donner son nom et non pas son IP. Donc Fast Ethernet 0.1. Et en indiquant que sur cette interface, on applique l'écrasement de l'adresse IP, overload, la surcharge. Voilà, donc je répète la règle. Donc ici, jusque-là, tout est déjà expliqué, déjà dit auparavant. Le nom de la règle qui a permis de sélectionner le réseau que l'on veut traiter. Donc ça, c'est au moment où on a créé la règle tout à l'heure, on a donné le nom réseau prive. Alors vous voyez, là, je me suis trompé, j'ai pas fait attention, c'est pas volontaire. J'ai écrit réseau rive. Du coup, ça va rien faire, ça va pas fonctionner. Parce que il peut pas être en mesure de faire le test. Il peut pas me dire cette règle n'existe pas. Donc il va rien se passer. J'ai fait une faute de frappe et tout simplement cette faute de frappe va avoir comme conséquence de ne pas fonctionner. Alors plutôt que d'aller plus loin, je vais annuler cette règle, ça va être beaucoup plus simple, et je vais la refaire correctement. Donc pour annuler, on retape, mais on précède du mot no pour annuler. Et à nouveau, on retape notre règle, mais cette fois-ci, on corrige là où on a fait la faute éventuelle. Donc je continue du coup mon explication. La règle s'adresse à la liste qui correspond à l'étiquette réseau prive, et elle s'applique sur l'interface FA01 qui doit être celle qui est située à la sortie. Et qu'est-ce que fait cette règle? Elle écrase l'adresse IP. Donc c'est une règle qui agit sur IP. Elle écrase par l'adresse de cette carte-là, FA01. Donc voilà, notre règle est faite. On va revenir au début. On va faire un show running config. On va pouvoir voir notre règle ici. Un petit coup d'œil pour vérifier une dernière fois qu'on a bien distingué nos interfaces intérieures et extérieures, qu'on ne s'est pas trompé. Ici, plus bas, on voit apparaître notre règle qui s'appelle réseau prive. Un petit coup d'œil ici pour bien voir si on est en cohérence ici et là. Et si on a bien autorisé l'adresse réseau global avec le principe du masque inversé qu'on a vu tout à l'heure. Donc ici, pas d'erreur. On va sauvegarder cette configuration et on va passer au test. Donc on se met en mode simulation, on vérifie qu'on a sélectionné les protocoles ARP ICMP, on envoie un ping du PC vers le serveur. C'est un nouveau schéma réseau qui n'a jamais été utilisé. Le ping ne peut pas partir tant que la requête ARP n'a pas identifié l'adresse MAC du routeur. Petite enveloppe verte. On la fait circuler, revenir. Le ping va pouvoir partir. Petite enveloppe rouge. On l'examine. Donc on ne peut pas examiner tant qu'il y a toujours la requête ARP. Je me suis déjà expliqué là-dessus. On envoie notre ping. On va l'examiner ici. On s'aperçoit qu'il est supprimé. À nouveau, le phénomène s'explique par le fait que ce routeur est tout neuf, entre guillemets. Ça veut dire qu'il n'a jamais travaillé, il ne connaît pas ce PC-là. Or, il doit lui remettre un paquet. Donc, s'il ne le connaît pas et qu'il doit lui remettre un paquet, il faut qu'il fasse une requête ARP, petite enveloppe verte. Donc, on va laisser l'enveloppe verte se faire. Et on va s'arrêter ici. On va annuler la suite. On voit bien que ça a fonctionné. Mais mon ping, lui, a échoué. Donc, fail. On recommence. Cette fois-ci, en toute logique, ça doit fonctionner. Petite enveloppe violette, on regarde ici. La source est 100.1, le PC, il s'adresse à 88888, le serveur. On envoie jusqu'au routeur. On regarde ce qui arrive en entrée. C'est bien le message du PC qui va vers le serveur. On regarde après routage ce que fait le PC, enfin le routeur. Il nous dit au point numéro 4 que
il correspond à ce paquet un critère dans une liste et qui va créer donc une nouvelle entrée dans une petite table de mémoire, donc pour se souvenir de l'opération qu'il est en train d'effectuer. Donc il crée une petite table de transfert d'informations et il traduit au point numéro 5 notre information d'une adresse globale vers une adresse extérieure. On envoie. On voit bien que le paquet atteint le serveur voit bien un paquet arriver du routeur, il y a bien eu traduction d'adresse, il envoie donc au routeur la réponse du paquet. On vérifie, le routeur voit arriver le paquet, il ne se passe rien, le paquet est modifié par le routeur qui transmet au PC et qui accepte la traduction. Pour le PC, il ne s'est rien passé, c'est bien le serveur qui lui a répondu. Alors la conclusion provisoire de cette étape, c'est que le NAT dynamique offre beaucoup plus de souplesse que le NAT statique, parce qu'une seule règle va pouvoir satisfaire à plusieurs PC. On va pouvoir rajouter d'autres PC sans modifier quoi que ce soit, et tous ces ordinateurs vont profiter de cette règle, qui est commune à autant de PC. Alors il faut rester raisonnable sur le nombre de PC qu'on va ajouter, mais cette règle va satisfaire aux besoins d'un ensemble de machines. Voilà. La prochaine étape, ça va être donc de rajouter maintenant une branche réseau et de vérifier que notre NAT s'applique sur d'autres parties de notre architecture réseau.